Bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomac, tournée une nouvelle fois en direct du Salon de Lyon. J'ai la chance, la joie, l'honneur, le privilège d'être avec Maxence devant une demi-moto. Pourquoi demi-moto? Parce qu'on est là pour parler du moteur T3, qui est un moteur essentiel dans l'histoire de la renaissance de chez Triumph, parce que c'était un moteur qui faisait partie d'une plateforme modulaire. Explique-nous, Maxence, ce qui est important de savoir sur la technologie, la géométrie de ces Triumph de première génération. Bonjour à tous. Triumph est ressorti en 92 chez nous sur une base modulaire qui existait dans l'automobile et qui était assez nouvelle chez Volkswagen, en notamment. moto. Oui, voilà. Ouais. Donc on a un cadre commun, un moteur commun qui permet de décliner toute la gamme de la sportive jusqu'au trail en passant par le custom. Tu veux dire par là que le cadre, l'espèce d'épine comme ça courbée, oui. tu as la même sur une Daytona et sur une Tiger. Le cadre, la partie avant du cadre, de la colonne toute la partie avant moteur est la même sur toute la gamme. Absolument identique. Et après, on a quelques modifications de boucle arrière suivant l'habillage. Ouais. On a les classiques où il n'y a pas de boucle arrière, elles sont boulonnées. Et le Tiger qui est toujours un cas un peu à part, forcément. Le Tiger. Mais voilà, le principe de base de la colonne, toute la partie autour du moteur, c'est un moteur porteur. Ouais. Toute cette partie-là est commune à toute la gamme. Et après, on a des petites variations de fourches, de choses comme ça qui permettent d'avoir une gamme complète. Et donc pour Triumph, ça permet de rationaliser les coûts de production. Ils avaient un cadre, un moteur en 3, un moteur en 4 cylindres, 2 cylindrés, mais avec les mêmes allésages courses à chaque fois. Oui. Et comme ça permettait d'avoir un outil industriel simple et de faire une gamme complète de motos. Il y a eu quelques errements quand même. En 92, donc ils sont sortis en 750 et en 1000 cylindrés qui ont été abandonnés ensuite, pour les 900 et 1200. Donc on avait quand même un 3 et un 4 cylindres, mais il y a des questions de course, de longueur de bielle. Voilà, il y a eu quelques errements sur un seul et même moteur. Triumph a réussi à faire 4 boîtes quand même, boîte 5, boîte 6 dans un sens, dans l'autre. Donc il y a quand même 2-3 trucs à savoir. Ils sont un peu cherchés au début, mais après voilà. C'est le problème de cette architecture modulaire, c'est en même temps le bonheur parce que quand tu en as fait une, tu les as toutes faites. En même temps, les petites différences peuvent être très gênantes. Tu peux facilement te retrouver avec la première en haut si tu mets pas le bon moteur dans le bon cadre. D'accord. Par contre, il y a une autre spécificité Triumph qui est apparue dès le départ. C'est une excellente qualité de fabrication et d'usinage qu'on peut voir toujours à l'usine en voyant les centres d'usinage. Tu prends de 92 à 2004 pour les dernières motos, n'importe quel moteur, n'importe quel cadre, et ça se monte au centième. Il faut juste débloquer l'axe de bras oscillant pour que le moteur sorte. Donc on est vraiment dans des ajustements nickel de 92 à 2004. Toutes les motos sont tout est interchangeable. D'accord. Maxence, la genèse de ces motos, Triumph commence avec la Trident. Et la Trophy, la Trident, t'en as une ici? Alors là, on a un Trident, c'est un modèle 94. Donc après, si on rentre dans les débats de spécialistes, chaque année a ses petites spécialités de couleurs, de choses comme ça. Donc en 92, c'est moteur gris. Voilà. Après, il y a bien sûr tout ce qui fait le charme d'être un grand connaisseur et de la collection. Mais grosso modo, on a la Trident, on a la Trophy qui est une moto toute carénée, voyageuse. On n'en a pas sur le stand. Après, on a le sprint qui débarque, donc c'est un Trident semi-caréné. Et puis, donc la gamme entre guillemets sportive Daytona Speed. En 95 apparaît la gamme classique, donc un petit peu comme la T-Bird Sport qui est devant nous. La gamme classique, donc T-Bird et toute la bande. Cette gamme-là donc va jusqu'en 96. En 96, Speed et Dayto passent en injection. On garde les modèles Sprint, Trident, qui sont définitivement abandonnés en 98. D'accord. Et après ça, on garde les trophies et les modèles classiques jusqu'en 2004. Alors, tu as donné plein de bougies parce qu'on est là pour parler d'anniversaire. C'est le 30e anniversaire de la Daytona et le 30e anniversaire du Tiger. Allons voir les Daytona. Maxence, sur le stand, il y a une belle collection de Daytona dont on fête les 30 ans. Moi, c'est une moto qui m'a toujours fasciné parce que déjà, je la trouve très belle. Je trouvais que les coloris étaient un peu différents de ce qu'on avait sur les sportives japonaises dont on se rappellera que l'époque était cruelle parce que les GSX-R avec des bandes violettes, du jaune fluo, c'était quand même un peu dégueulasse. C'était splendide. Il y avait une belle sobriété et une espèce de classe sur ces motos. Sauf que, en fait, en vrai, elles étaient sympas, il y avait un vrai moteur. Si je te dis que c'était des putains d'enclumes, tu me frappes ou t'es d'accord? Alors, les 900, c'est des enclumes et les 1200, c'est le banc de musculation le plus rapide du marché. C'est ça, Voilà. Donc là, on est vraiment... non, clairement. Alors après... voilà, de toute façon, la géométrie générale, comme on a expliqué qu'elle était modulaire sur toute la gamme, la géométrie générale ne pouvait pas être spécifique. Bien sûr. Donc on a une géométrie
typique des routières des années 80, Voilà. fin 80. Donc Voilà. des motos longues, lourdes, stables, Voilà, tout à fait. attachantes, hein, c'est pas la Oui. question, mais Alors, quand tu vois comme même moment Honda sur la CBR 900, c'est quand même un peu... on n'était Ouais. pas du tout Ouais, sur, voilà. le même. Mais de toute façon, voilà, même depuis la GX de 85. Quoi. Par contre, on a aussi le côté historique de la moto anglaise qui servait à faire la course le dimanche et à aller Oui. au boulot le lundi. Ouais. Ce qui fait qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour vraiment améliorer les choses sur un Detto, sur une Triumph T3. Une bonne paire de ressorts de fourche. Bon, vu le poids, il faut soigner les suspensions, c'est le premier truc. Ouais. Des bonnes suspensions, un bon réglage de géométrie et on gagne l'impression d'avoir perdu 10-20 kilos sans problème. Il en Donc reste, ça, c'est des petites, 250, mais c'est quand même mieux que rien. Voilà, c'est déjà quand même mieux ça. que rien. Et Je suis puis, assis sur une rareté qui est la Super 3. Voilà. Qu'est-ce qui distingue cette Super 3 des autres Daytona? Alors, c'est le bout de l'évolution. Ouais. Donc on va peut-être commencer par le début de Commence l'évolution. par le début de l'évolution. Allez, le début de l'évolution, c'est la 7,5 et la 1000 qui sont là. Ces motos, il y en a genre 300 chacune, quoi. C'est rare, c'est super rare. À peine. Ouais. Donc ça, c'est 92, moteur gris, sorti en 750 et en 1000. Donc on a nos 3 cylindres, 4 cylindres avec la course courte. Bon, pour les spécialistes, piston de compression, 1500 tours de plus, enfin, ça a son intérêt. Donc ça, c'est 92. 93, on passe sur la jaune qui est juste là à côté de nous, qui est un mix. On a encore la roue en 18, mais on a déjà le 900. Ouais. Donc pour nous, la vraie naissance de la 900 Detto, c'est 93. Oui, d'accord. Tous les 30 ans cette année. Oui. Et puis là, on a la gamme complète de couleurs. Le rouge, le jaune, le bleu, le noir. Ça, c'est les 4 couleurs dans lesquelles la Daytona 900 était fabriquée. Voilà, tout à fait. Et puis, donc, en bout de ligne, on a cette fameuse Super 3 qui était le modèle haut de gamme, même s'il n'y a jamais eu de palmarès ou de choses comme ça dessus. Donc le Super 3, de l'habillage carbone, les deux garde-boue, le carbone des échappements, de l'habillage carbone autour du tableau de bord, les freins 6 pistons de chez Alcon, et puis dans le moteur, arbre à cam méchant, piston haute compression. Fait par Cosworth. Voilà. D'accord. Et le boîtier CDI qui prend 1005 de plus. Il y a une vraie différence à l'usage ou pas? Alors, soyons honnêtes, Maxence, est-ce qu'il y a une vraie différence à l'usage? il y a une vraie différence à l'usage et elle n'est pas en faveur de la moto. Pour être honnête. En fait, parce que voilà, ce qu'on disait sur ces motos-là, c'est que c'est pas des motos avec lesquelles on va chercher la performance. On va chercher l'agrément moteur. Et là, forcément, on a des arbres à cam plus méchants pour avoir de la puissance en haut. Et en fait, la puissance en haut donc sur ces moteurs-là, on s'en fout. le gras du couple qui fait voilà. le charme de ces 900. Voilà, tout à fait. Donc, c'est une rareté, c'est un collector. Elle a son intérêt parce que c'est la plus puissante. Mais après, personnellement, dans le T3, c'est pas ce que je recherche dans le T3. C'est pas la plus sympa à rouler en fait. Voilà. Et pour tout te dire, moi je préfère même les versions entre guillemets dégonflées qu'on trouve sur les classiques et sur les Tiger, qui est une version entre 70 et 80 chevaux, suivant qui a fait le prospectus. D'accord. Parce que voilà, il y a des versions à 70 chevaux et des versions à 80 chevaux, sachant que c'est tout le même à l'intérieur. D'accord. La différence, c'est qu'il y a des chevaux du service technique et les chevaux du service commercial. D'accord, et c'est pas toujours les mêmes. Non. Ok, merci pour cet éclaircissement. On va passer sur un autre anniversaire, c'est les 30 ans du Tiger, mais peut-être avant, petite transition, il y a une coupe de marque avec une version dénudée de la Daytona qui est la Speed Triple. Tout à fait. Donc, on a déjà parlé, il y a des vidéos sur la Speed. C'est une Motomac, Fred derrière la caméra, merci Fred. Fred, il va les mettre en incrustation. En fait, la Speed est apparue en 94 parce que, soi-disant, selon l'anecdote, il y a un ouvrier de chez Triumph qui s'était bourré avec la Detto et du coup et qui est arrivé avec une Detto déshabillée. Et ils ont dit feu. Et c'est devenu un modèle iconique. À l'époque, il y avait la Mostro en face. C'était les deux icônes du moment. Donc la Speed est apparue en 94 et Triumph a la bonne idée de faire une coupe de marque. Avec une machine que vous avez là. Donc ça, Maxence, c'est une moto de course ou c'est un camion de course? Alors, je sais, putain, il est méchant le mec de Motomac. Avec la couleur, en fait, c'est un bus scolaire. Un bus scolaire de course. Non, mais blague à part, j'ai vu des images, il y a des vidéos qui traînent sur YouTube. Les mecs, il fallait des bras quand même. Déjà, ça se tirait bien la bourre. Ils étaient quand même engagés, les garçons. C'est Ron Aslam, c'est Brian Morrison, c'est des pilotes qui ont été champions du monde quand même. Pourquoi ces gens-là sont allés rouler avec ça? Parce que c'était juste des mercenaires. Triomphe avait mis des gros moyens. Donc en fait, en 94, la première coupe a été faite en entrée du Grand Prix de Donington. En Angleterre. Donc avec des gros moyens, avec des vrais pilotes. Et ça se tire, la vidéo est vraiment saignante. Il y a un amortisseur de direction sur la moto, c'est pas pour rien. Les mecs, ils les ont vraiment chargés au maximum. En 94, il y a eu une seule course. Et puis 95-96, il y a eu un championnat complet
Voilà, donc le petit challenge de marque, comme ça se faisait bien à l'époque, quoi. D'accord. Sur la moto, il y avait un kit officiel. Bien sûr, on n'avait pas le droit de faire n'importe quoi. Le kit officiel qui était composé de la ligne Yoshimura. Oui. L'amortisseur ça direction. Chanté, non? Alors, elle chante bien et c'est surtout qu'elle lui redonne encore plus de coupe. Elle a encore plus de gras de coupe. C'est vraiment l'une des meilleures pour ça, la ligne Yosh. Il y a un amortisseur qui la surélève de 1,5 cm pour la basculer sur l'avant, gagner en maniabilité. Du coup, l'amortisseur de direction devient absolument obligatoire. Et par contre, on avait juste le droit de jouer un peu avec les gicleurs. Ça, c'est le kit officiel. Et officieusement, on y mettait un boîtier CDI de 7,5 pour prendre 1200 tours de mieux et puis gratter les petits copains. D'accord. En parlant de 7,5, il y a une rareté ici sur le stand, c'est la seule 750 Speed Triple de France. Voilà. Donc, les Speed sont sortis en 94, 95, 96. Alors, c'est pareil, il y a toujours des petites différences pour les collectionneurs. Et puis, en 97... Triumph a sorti une série spéciale de 750 Speed Triple. Alors, on va être honnête entre nous, c'est une série spéciale de fond d'étagère. Ouais, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qu'on fait pour liquider les stocks? Ah tiens, série spéciale. Voilà, donc on a un moteur 750, on a les roues 6 branches des premiers modèles, on a les clignotants carrés du Tiger et les silencieux du Sprint Sport. Il n'empêche que c'est une moto qui est sortie à très très peu d'exemplaires, qui n'a pas été importée en France. Celle-ci, c'est moi qui l'ai importée. Et elle a été intégralement remontée par Thierry de TTM Garage, à côté de Blois. Et donc, cette moto-là, elle a 2000 km et elle est en vente. Elle est en vente, d'accord. Bon, juste à côté, Fred, tu vas faire un petit pivot vers la gauche. On a aussi la Tiger dont on fête les 30 ans. Et c'est finalement un des premiers gros trails 100%, enfin à grosse vocation routière. C'était le trail le plus puissant quand il est sorti. C'est ça, de l'histoire de la moto. Voilà, puisqu'on avait le 100 GS qui était plus gros en cylindrée, mais en puissance. Voilà. Donc c'était le plus gros trail, le trail le plus puissant à l'époque. C'est une moto qui a eu un vrai succès, hein, ça quand même. Alors, les gens qui aiment le Tiger n'en démordent pas et ne veulent rien d'autre. C'est une clientèle très particulière, mais les gens qui ont goûté à ces motos-là ne veulent rien d'autre. D'autant plus que, et là ça permet de revenir sur le moteur T3, hein, qui est le point commun de tout ça, en fait c'est super costaud. Moi j'en connais qui ont dépassé les 100 000 km. Alors, il y a 2-3 petites faiblesses, encore je dis 2-3. Moi j'ai un client qui a plus de 400 000. 400 000, d'accord. Voilà. Les roues libres de démarreur, hein, c'est ça, donc batterie tout le temps, toujours bien chargée. La roue libre de démarreur, on en entend toujours parler sur les T3, en fait. C'est une légende ou pas? Non, c'est pas une légende. Mon client qui a 400 000, il n'a jamais fait la roue libre de démarreur. En fait, le problème c'est que si on a un problème de démarrage à un moment, c'est la roue libre qui va faire fusible. Mais c'est pas elle la cause. La cause c'est réglage carbu aléatoire, jeu aux soupapes. C'est des moteurs qui sont assez sensibles au jeu aux soupapes en fait. Batterie vide et bon effectivement la roue libre pète dans ces cas-là. Et puis voilà, le truc paradoxal c'est que les premiers moteurs elle était accessible et quand Cosworth a refait les carters ils ont rendu les roues libres soi-disant renforcées et plus accessibles. Renforcées pas plus que les autres. Par contre du coup il faut tomber le moteur maintenant. Ah ouais carrément. Voilà. Il faut tomber le moteur, l'ouvrir par dessous. Par contre, on a une très très bonne qualité d'usinage et une très très bonne conception qui fait que on peut ouvrir le moteur juste le demi-carter inférieur. On ne touche pas à la distribution, on ne touche pas à la culasse, on ne touche à rien. On ouvre, on enlève la boîte, on accède à la roue libre, on la change, on referme et puis c'est tout. J'ai connu des japonaises où il fallait déculasser pour pouvoir démonter les deux demi-carters. Là, c'est simplissime. On termine l'histoire des T3 avec les préparations, les séries spéciales, les choses un peu sympas. Le moteur T3 a inspiré de nombreux préparateurs. Je me souviens, moi, avoir lu dans la presse il y a quelques décennies, Mecatwin notamment, qui faisait cette X90 sur base de quoi? C'était des tridents où ils prenaient un peu ce qu'il y avait? Alors, les premières, ça c'est une des 5 premières, donc sur base trident 92. Et après, la machine, donc quand est sortie la Speed, il a adapté à la Speed, il n'y avait pas une grosse adaptation à faire. Et la machine emblématique, c'est la Speed noire avec le coloris orange. Voilà. C'est la X90 emblématique pour tout le monde. Donc il affinait, il faisait un réservoir coque. C'est plus que ça, parce que c'est Franck de Poitiers de Mecatwin qui n'est pas le premier préparateur venu. Il a en fait sublimé la moto. On parlait d'une moto qui était lourde avec une géométrie de routière. Lui, il a fait une moto qui était capable de rivaliser avec les Ducat Monstro. C'est-à-dire qu'il l'a rabaissé en suspension à l'arrière, rabaissé en suspension à l'avant. On baisse le centre de gravité, rabaisser l'assise, grand guidon, donner du couple, au maximum de couple moteur. Et on a une moto qui était capable de rivaliser avec un 900 Monstro en termes de vivacité, d'agrément. C'était vraiment une machine très très agréable. Il en a fait 50.
qui sont toutes sorties de son atelier. Ouais. Parce qu'au départ, il pensait vendre le kit, mais Franck est quelqu'un qui est à fond dans le détail et il voulait que les machines soient parfaites. D'accord. Donc, il voulait qu'elles sortent de chez lui. Donc, voilà, on a des machines ça coûte emblématiques. plus qu'une speed équivalente. Ça coûte Oui. 2-3 000 euros de plus, en fait, à peu près, c'est ça? Oui, voilà. Pour une tout à machine fait. propre. Ouais. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y en a eu 50. Ouais. Il a fait 50 coques. Il n'y en aura pas une de Bien plus. sûr. Donc voilà. Après, on les répare, on les entretient, mais on n'en fait pas d'autres, quoi. Ouais, bien sûr. Alors qu'un speed, on pouvait un peu bricoler. Voilà. Là, il n'y a pas de bricolage possible. La moto doit être parfaite du début à la fin, tel qu'il l'a pensé lui. D'accord. On va terminer ce petit tour des prépas avec un truc assez intéressant qui est la Strackle. La Strackle. Viens m'expliquer Voilà. un peu ça. La Garnier et la Strackle. La Garnier et la Strackle. La Garnier, Maxence, c'est celle qui est là, en orange. Et tu m'as dit c'est quelqu'un qui venait un peu de l'univers Harley, c'est ça? Oui, c'est Garnier Motorcycle. Alors moi, je le connaissais pas personnellement, hein. Mais si tu veux, bon, forcément Triumph, moto anglaise. On est parti assez rapidement dans les cafés raceurs avec le triptyque de base, bracelet, damier, et puis les petits pots, les commandes reculées. Garnier, donc ça a été l'un des premiers à faire une prépa extrême, voilà, qui nous a tous marqués dans le milieu T3. Maximum, ouais. Voilà. En même temps, c'était le début d'Internet, donc c'était la première à faire le buzz, ce qu'on appelle le buzz maintenant. Donc pour nous tous, dans le milieu T3, la Garnier, c'est vraiment une machine emblématique. Donc quand elle a été à vendre, Luc s'est jeté dessus. Ça tombe bien parce que moi, j'avais pas la trésor pour l'acheter, mais sinon, je l'aurais pas laissé partir de toute façon. D'accord. Voilà. Donc après, c'est une prépa extrême. Ah, je sais pas, mais il a dû lui enlever une bonne cinquantaine de kilos. Et ça, pareil, c'est un autre délire. Alors, ça, c'est un autre délire, c'est Guillaume Strackle. Qui m'a contacté pour acheter des pièces pour refaire un sprint. Je lui dis bon bah ok, vas-y, pas de problème, hein. Et puis en fait j'avais pas vu où est-ce qu'il voulait en venir. Bah moi ce que je vois c'est le bête cylindre de frein en forme de bouchon verseur de pastis. Voilà. C'est quand même étonnant. Faudra que tu filmes ça Fred après. C'est rigolo parce que voilà, il y a des... Pour moi, c'est une machine qui m'a marqué parce que, pour tout te dire, dans les années 2010, c'est des bananes. J'étais un peu saturé du café raceur. Ouais. Et le mec, il m'a dit, ouais, j'achète un sprint pour faire un café raceur. Je dis, ouais, c'est bien, bon, merci, quoi. Voilà. Et le mec, il a sorti ça. Et tu vois, quand je vois derrière Husqvarna qui sort les Vitpilen, je me dis que le mec, il avait de l'inspiration, il était visionnaire. D'accord. Voilà. Et toujours dans les prépas café raceur, il y a un truc qui est encore plus simple, parce que là, on est vraiment sur des délires artistiques. Il y a un truc qui est tout simple, c'est ce qu'on appelle le kit CRK, qui est là. Ouais. CRK, c'est une boîte anglaise qui fait un kit Ikea. Plug and play. D'accord. Tu achètes la moto, tu achètes le kit, tu as un livre épais qui te donne pas à pas toutes les démarches, le faisceau électrique, tout. Et tu as une version roadster et une version café raceur. D'accord. Et ça se monte comme un meuble Ikea. Avec un petit look néo-rétro plutôt sympa. Voilà. Celle-ci est à vendre aussi, toujours chez Thierry. C'est Thierry de TTM Garage à Blois qui l'a monté. Donc avec un soin très particulier, quoi. D'accord. Maxence, deux mots pour finir. Le T3, le moteur T3, tu le résumes comment? Est-ce que c'est pas l'un des moteurs les plus attachants des années 90? Alors, moi, je suis allergique aux 4 cylindres. Parce que j'en connais d'autres. Le bicylindre à l'époque était quand même un petit peu rêche, que ça soit Ducat ou Guzzi, c'était un petit peu rêche, ou BM, c'était un petit peu mou. Voilà, le 3 cylindres, c'était vraiment dans les années 90 le meilleur. Entre le bicylindre et puis le 4 cylindres. On avait le couple en bas, on avait le côté rageur et les tours en haut. À l'époque, c'était avant les radars. On pouvait traverser la France à des vitesses, voilà. Et c'est des machines qui allaient très très bien pour enquiller de la nationale, pour enquiller de la borne. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est des machines qui sont vraiment pour moi emblématiques des années 90. Et après, le passage à l'injection a fait perdre quand même une bonne partie du caractère aux 3 cylindres. Voilà. Moi, après, au passage à l'injection, je suis passé au bicylindre. D'accord. Ton T3, pour toi, le T3 le plus emblématique de cette génération-là, c'est une Daito, c'est une Speed, c'est une Speed boîte 5, c'est quoi? Pour moi, le T3 le plus emblématique, ça va être celui qui correspond, je vais te faire une réponse bateau, mais c'est celui qui correspond aux envies, à ton usage. À son propriétaire. C'est-à-dire que moi, tu vois, mon T3 perso, c'est le Tiger Supermoto qui est là-bas. Oui. Parce que tout de suite, je roule sur des petites routes avec façon Supermoto. Ma T3 dans les années 90, c'était un speed. Moi, j'aime pas spécialement les motos carénées, donc j'en ai jamais eu. Voilà, ma T3, quand j'étais fougueux, c'était un speed. Après, c'était un sprint pour un peu plus de confort, un peu plus de borne. Maintenant, ça va être un Tiger. Voilà, il y a l'avantage de cette architecture, c'est que il y a la gamme complète
On peut mixer un petit peu dans la gamme pour améliorer 2-3 choses. Donc on peut chacun se construire son propre T3, quoi. Maxence, Voilà. j'ai une crainte, c'est que les moteurs T3 prennent 2000 € sur le bon coin à cause de toi. J'espère que ça se réalisera pas. Et ben En ça tout cas- tombe bien, j'en ai 60 en stock. Ah ben, oui, Donc bon, d'accord. n'hésitez pas, surtout. N'hésitez pas. Voilà. Merci en tout Non. cas, Maxence, de Alors, cette incursion hormis dans la l'univers blague, des le T3. petit truc en plus, c'est que comme c'est des machines attachantes, Et on fiable. est fiable. On est 3-4 professionnels en France à être spécialisés sur le T3. Ouais. Moi, j'ai un énorme stock de pièces. Mm. On a 30 ans de recul maintenant sur ces moteurs. On Ouais. les connaît par cœur. Mm. Donc, c'est des machines de collection, mais avec lesquelles on peut rouler. Rouler. Pas Ouais. une vieille Triumph, pas une vieille Norton. Ouais. C'est des machines de collection dont on peut se servir au quotidien et on peut appuyer sur le bouton et partir Et se ça- promener et avec. ça démarre. Voilà. Merci Maxence pour cette incursion dans l'univers séduisant du Triumph T3. À bientôt sur une autre émission Motomag. Soyez prudents, bisous sur le casque et on se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube.